Alors, bonsoir à tous. Ici Tia. Bienvenue à notre live Héritage culinaire. La cuisine antillaise, c'est le soleil qui invite à table, un mariage de saveurs, d'épices et de traditions qui raconte l'histoire d'un peuple. Donc, bienvenue à tous et merci de vous brancher à notre live ce soir. Et pour l'événement de la foire culinaire qui arrive bientôt, le 31 mai, et nous avons l'opportunité de recevoir de belles panélistes ce soir. Donc, nous allons mettre à l'avant, avant tout, hein, euh, une dame qui est présidente de l'Arbre du Voyageur, qui est un magnifique symbole de mémoire vivante. Donc, mesdames et messieurs, accueillons ensemble Madame Sabine Montpierre. Bonsoir, Sabine. J'avais oublié de désactiver mon micro. Bonsoir Tia, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Donc, c'est tout un plaisir de t'avoir avec nous ce soir, donc de partager ton héritage, ton patrimoine. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, veux-tu nous faire une petite présentation? Oh là là, tu me prends de court. Écoute, je suis présidente et fondatrice de l'Arbre du Voyageur. C'est un organisme qui a été réfléchi et mis en place pour soutenir le développement autant social, économique et culturel de la communauté antillaise. On est une jeune communauté qui est à 2 générations maintenant. Notre organisme a 5 ans. Il est en train de cheminer maintenant dans sa 6e année. Cette année, donc, il va avoir 6 ans. Nous avons eu la surprise d'être lauréat. L'an dernier, on a reçu le prix, le trophée de l'excellence des associations ultramarines, qui se fait chaque année à Paris, donc à l'Assemblée nationale. Et nous avons eu le prix coup de cœur. Nous avons été très étonnés de recevoir ce prix. Faut croire que nos actions sont suivies de l'extérieur et reconnues pour le travail que nous faisons, parce qu'il est important d'encadrer notre communauté, la structurer, la rendre plus visible, et surtout que de plus en plus les Antillais choisissent le Québec et même le Canada pour s'établir et venir réaliser, explorer de nouvelles expériences. C'est ce que je pourrais dire en gros, et je suis très interpellée certainement par l'événement qui va être organisé, parce que ça fait partie aussi dans nos actions de valoriser le culinaire, de valoriser aussi la nourriture. On sait Okay. ça rapproche, c'est un lien social, un tissu social, et c'est important de poursuivre ce genre d'activité. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour agrandir notre gros projet, nous avons aussi avec nous un invité très spécial qui nous met l'eau à la bouche, comme à chaque matin. Il est le président du Café Noula, Monsieur Joël Leban. Donc, nous allons partager ce soir notre héritage tous ensemble. Bonsoir Joël, comment ça va? Ah, il nous manque le son. Voilà, je m'excuse. Voilà. C'est Joël Laban. Et je ne suis pas le président parce qu'on va dire que j'ai fait un coup d'État. Donc, le président, je suis secrétaire de cette coopérative qu'on appelle Noula. OK, d'accord. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, particulièrement pour parler de l'événement du 31, puisque nous, effectivement, le café, c'est pour beaucoup de personnes, c'est la première boisson du matin, le réveil. Donc, notre projet est toujours, depuis quasiment 20 ans, d'amener le café haïtien aux tasses des consommateurs d'Amérique du Nord et plus particulièrement de
du Québec, Montréal, puisque nous sommes nés notre coopérative est née à Montréal. Et puis, elle continue. Là, il y aura certainement des changements pour assurer son avenir, mais nous avons déjà au moins réussi ça. C'est que les gens connaissent nous là, ou s'ils ne connaissent pas, ils sont heureux de savoir qu'il y a du café haïtien. Donc, particulièrement la communauté haïtienne, puisqu'il y a un attachement particulier au café dans la culture haïtienne. Et puis aussi parce que, bon, d'autres communautés, moi-même je suis martiniquais, et donc ça a été pour moi aussi un coup de cœur quand j'ai rencontré des amis qui ont fondé cette coopérative. Et puis depuis pas mal d'années, effectivement, je chemine avec eux. Donc voilà. Et puis nos amis qui organisent la foire, ben, ils ont fait tout un honneur en nous invitant à venir présenter, offrir du café à toutes les personnes qui viendront faire connaissance, bien entendu, pas seulement de nous là, mais de tous les gens qui seront là pour ce 31 mai. Tout à fait, tout à fait. Donc, un grand merci à vous qui êtes là Merci pour à vous, merci ce beau live de la gastronomie antillaise présenté par la foire antillaise. Aujourd'hui, on parle d'un goût des îles. Un goût des îles. Pourquoi est-il important pour vous de valoriser la gastronomie antillaise? Alors moi, Oh, bon, la personne qui veut, on peut commencer par la question vous. s'adresse à nous. C'est une question ouverte à vous toutes. Oh, parce que je sais qu'il y a notre ami Jean-Philippe qui est quelque part, mais on le voit pas. Oui, il devrait arriver bientôt. Je pensais que c'est à lui que la question s'adresse. Donc ça peut être moi ou Sabine. Oui, en fait, ou Sabine. Oui, en fait, la politesse veut que ça soit les dames d'abord. Donc, Ah, ok. Alors, je reprends la question, Tia, de m'excuses. Non, je disais, pourquoi est-il important pour vous de valoriser la gastronomie antillaise? Ben, c'est tout simplement parce que quand on quitte notre pays d'origine et on vient dans un nouveau pays, ça nous prend de rentrer avec notre bagage culturel. Donc déjà, c'est un premier ça fait partie de ce que nous amenons avec nous. Nous avons besoin de continuer à entretenir, à nourrir ce que nous avons connu chez nous, notre cuisine, notre musique, voilà. Donc pour moi, il faut transmettre, et ça devient pour moi comme c'est un patrimoine en fait. C'est un patrimoine, c'est un legs que nous devons préserver, entretenir de manière à ce que ça soit transmis. Dans ton approche, tu lis l'alimentation, l'identitaire et le bien-être. Comment tu fais le parallèle de tout ça? Ah, c'est à moi aussi, toujours? Oui, toujours à toi, Sabine. Okay. Alors, comment je fais le lien entre le culinaire, le bien-être et… Oui. OK. La nourriture, ça fait partie de notre société en tant qu'Antillais, et je crois quelles que soient les sociétés caribéennes, africaines, la nourriture fait partie de la construction sociale. Et on l'a vu, hein, quand il y a eu la pandémie, c'était très difficile. Les gens étaient isolés. Il y a des façons de manger par moment où on se retrouve tous ensemble. C'était des moments de rapprochement. Et donc, pour moi, je crois important que se nourrir, surtout lorsque ça fait référence à notre histoire, à des souvenirs, c'est important que ça soit maintenu, ça soit entretenu. Alors, c'est certain que dans le contexte d'immigration, il se peut qu'on puisse pas le faire de la même façon comme on était au pays, mais l'idée c'est de perdurer les traditions, parce que pour moi c'est ça, c'est une question de tradition, et je crois que c'est très important, surtout maintenant on est confronté à un quotidien qui est très exigeant.
l'immigration vient avec beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Et lorsque on commence à avoir peut-être un petit répit parce que on a réussi avec le temps de commencer à bien maîtriser tout dans entre le moment où on est arrivé et le moment où on se sent un peu plus chez nous en étant arrivé sur le nouveau territoire, c'est important à ce moment-là que ça vient soutenir notre bien-être. Parce que notre santé mentale, elle est souvent exposée à des enjeux, à des défis. Et donc, ça vient nous rappeler aussi que c'est important de resserrer les liens dans la communauté à travers ce genre d'activité. Oui, tout à fait, tout à fait. La question suivante va être pour Monsieur Joël Laborde. Donc, de même, OK, posé autrement, pourquoi était-il important pour vous d'ancrer dans votre projet la culture caribéenne? Eh bien, en fait, je dois dire que c'est parce que j'ai rencontré un monsieur très sympathique qui s'appelle Monsieur Luther. Et j'ai vu quelqu'un de très entreprenant, de très motivé, un amoureux de la culture gastronomique de son pays, mais aussi de sa région, de la grande région caribéenne, antillaise, quel que soit le mot qu'on puisse utiliser pour qualifier nos pays d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, nous vendons pas, nous n'importons pas. Je crois qu'il y a un écho, désolé. N'importons pas que du café. On importe un savoir-faire, une culture ancestrale, parce qu'en fait, Haïti, depuis l'époque esclavagiste, en fait, l'époque coloniale, et la culture du café s'y est implantée, via la Martinique d'ailleurs, parce que en fait, le café, l'histoire, bon, peut-être qu'un historien plus qualifié que moi pourrait confirmer ou moins infirmer, mais l'histoire est que le plant de café originel aurait été volé en Afrique par des Européens, des Français notamment, volé ou acheté ou échangé, quelle que soit la façon dont ça a été fait. Il y a eu une transaction quelconque et il l'aurait, avec beaucoup d'efforts, préservé ce plant tout le long du voyage des côtes africaines. Donc c'est du côté de la Corne, hein. C'est donc, je crois, du côté de la Somalie ou du Yémen, l'origine du café, ou d'Éthiopie. Et donc, il aurait ramené ce plant dans les Antilles. Il aurait été acclimaté un jardin qui s'appelle Jardin des Clieux, un lieu qui n'est plus un jardin, mais me souviens de mémoire que c'est un espace qui est toujours appelé ainsi. Et ensuite, une fois acclimaté, il a été réparti dans les colonies françaises, dont Guadeloupe et Saint-Domingue à l'époque, qui est devenu Haïti après la Révolution. Et c'est ce même plan qui aurait été volé suite à une affaire, comme on dit en anglais, entre la femme du gouverneur et un Brésilien, qui l'ont emmené chez lui. Et donc, le Brésil, c'est la première puissance mondiale du café aujourd'hui. Donc, c'est toute une histoire humaine qui lie un savoir-faire, puisqu'il fallait l'acclimater quand même. Et puis, en Haïti, quand vous parlez avec les gens du café, tout de suite, c'est des mémoires. C'est Gonne-moi, t'es qu'on fait café chaque matin, ou bien il y avait toujours du café dans le jardin de mon papa, il plantait des plants de café. Ah, vous savez, il y a pas que, parce que nous, notre café vient de la région de Baptiste et de Tchot, mais les gens me disent, ah, il y a du café chez moi, je suis de Jérémie, il y a du café aussi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN haïtienne. Et donc, pour moi, venir représenter avec d'autres collègues de nous là, le café à cette activité, oui, c'est du café, mais même des gens qui aiment pas le café, qui n'en boivent pas, c'est comme réveiller des souvenirs. Il y a un roman très célèbre et un auteur célèbre au Québec, que je ne présenterai pas, son roman, c'est la trame, tout tourne autour du café. Une odeur de café, c'est exactement ça. C'est réveiller des souvenirs. Et je pense, quel que soit l'endroit où vous venez du monde, l'odeur du café, c'est quelque chose qui vous rappelle des souvenirs, quoi. Moi, c'est, par exemple, quand la mère d'un de mes amis grillait du café, tout le quartier était embaumé. On savait qu'il y avait du café chez la maman de Johnny qui était en train de griller. Donc, c'est ça le café. Donc, il a sa place dans cette foire.
parce que nous venons présenter un savoir-faire, nous venons présenter une mémoire, et puis aussi un avenir, parce que c'est quand même l'une des boissons les plus consommées au monde avec le thé. Donc, il y a un potentiel et c'est là-dessus que nous, on a toujours misé. C'est faire connaître le savoir-faire du terroir haïtien et l'offrir aux gens qui aiment du café en Amérique du Nord et peut-être même au-delà. Donc, on ne sait jamais. Voilà. Là, Tia, voilà. Oui, effectivement, le café permet de réunir tout le monde le matin quand on Absolument, se rencontre absolument. C'est au un prétexte. travail, dans notre auto. Donc, ça nous permet de nous réveiller et de faire des petites causeries, quoi. Donc, C'est ça. en parlant de jardin, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Nous avons notre panéliste, notre invité Jean-Philippe Vézina avec nous. Donc, nous vous accueillons avec une grande joie ce soir. Bonsoir, Jean-Philippe. Comment allez-vous? Bonsoir, Tia, ça va très bien, merci. Bonsoir aussi aux participants, aux autres panélistes. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour cette discussion sur la gastronomie antillaise. Donc, Jean-Philippe. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, Jean-Philippe, tu as un très beau projet à nous amener qui est le Jardin Lacou. Pour les gens qui ne te connaissent pas, faites-nous une belle présentation, s'il te plaît. Oui, parfait. Donc, je me prénomme Jean-Philippe. Je vous parle aujourd'hui de Montréal et je viens ici pour parler, bien sûr, de la gastronomie sous l'angle, oui, du Jardin Lacou. Le Jardin Lacou, c'est un projet agricole que j'ai démarré ici au Québec en 2020. Et mon objectif, c'était de pouvoir faire pousser ici au Québec des légumes qui viennent normalement de loin, en particulier des Antilles et du continent africain, dans l'objectif de permettre aux gens d'avoir accès à des saveurs qui leur rappellent leur pays d'origine, les recettes qu'ils font chez eux, tout en cultivant localement ces produits-là. Donc, c'est un projet que j'ai mené de 2020 à 2024 en région de Montréal, dans une municipalité qui s'appelle Donham. Pour mettre à jour un peu les gens, je ne suis pas en production cette année. Mon objectif, c'est de pouvoir déménager mon projet agricole sur un nouveau site, donc d'acquérir une propriété, le déménager pour l'amener à sa prochaine phase de croissance. Mais sinon, je reste toujours très impliqué dans ce thème-là. Je suis aussi professionnellement, je suis coach d'affaires, j'accompagne les afro-entrepreneurs, les leaders, particulièrement dans les secteurs de l'afro-food, à faire croître et prospérer leurs projets à travers mon expertise en marketing que j'ai gagnée, à travers les Jardins Lacou, mes autres projets, puis en aidant les entrepreneurs à utiliser leur plein potentiel, leur pleine capacité au niveau du développement personnel. Donc voilà, c'est pour me présenter qui je suis et ce que je fais. Mais merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation du PDG et l'auteur Pierre Toussaint qui nous présente ce beau live d'héritage culinaire. Donc, selon vous, en quoi l'héritage culinaire est-il un vecteur d'identité pour la diaspora antillaise? Donc, je considère que la gastronomie antillaise, qu'on soit d'Haïti, qu'on soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Jamaïque ou des autres îles et du secteur de la Caraïbe, quand on est surtout dans un contexte d'immigration comme ici au Québec, c'est vraiment une occasion de valoriser notre cuisine, c'est l'occasion de pouvoir affirmer notre présence dans cette terre d'accueil, c'est-à-dire qui nous sommes ici, c'est quoi nos histoires, c'est quoi nos goûts et c'est quoi nos savoirs. Et pour moi, c'est particulièrement important de pouvoir revaloriser non seulement la gastronomie, mais aussi les savoirs agricoles dans un contexte où ici, dans les Amériques, depuis le début de l'ère coloniale sur ce continent, mais souvent l'apport des personnes afrodescendantes, que ce soit dans la Grande Caraïbe ou même en allant jusqu'au Brésil, ici en Amérique du Nord. On a eu une grande influence sur les techniques agricoles,
sur les saveurs qu'on retrouve qui représentent les différentes nations. Puis je pense que, surtout dans un contexte où ces savoirs-là ont été en grande partie effacés dans le contexte de la traite négrière, puis de l'État dans lequel on était considéré. Mais c'est important aujourd'hui de se souvenir, de revaloriser tout ça, puis de transmettre cet héritage-là aux prochaines générations pour que ça puisse se continuer. Puis montrer aussi que quand il est question de cuisine, mais la cuisine antillaise, c'est pas qu'une cuisine folklorique, c'est vraiment une grande cuisine qui a sa place comme toutes les grandes cuisines du monde, au même titre que la cuisine française, la cuisine asiatique, italienne, et etc., pour la richesse de ces saveurs, puis du terroir qui est utilisé pour faire rayonner toutes ces saveurs-là. Et voilà. Waouh. On a une belle brochette de panélistes ce soir. Merci vraiment de participer à ce bel héritage. La question suivante s'adresse à vous tous. Donc, quel défi rencontrez-vous pour vous faire connaître et faire connaître la gastronomie antillaise au Québec? Je vais répondre. Je vais dire que il y a beaucoup de préjugés autour de notre cuisine, la cuisine noire principalement. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des remarques genre ah, votre cuisine elle est trop épicée ou bien la nourriture noire sent trop fort. Donc ce sont des petits commentaires comme ça qui sont en train de jeter un peu de c'est comme une forme de préjugé sur notre cuisine et c'est important de déconstruire ça. Parce que notre cuisine, comme l'a dit Jean-Philippe, elle n'a rien à envier aux autres cuisines. Nous avons une cuisine qui est vraiment riche en saveurs, riche en épices et en même temps, il faut amener l'autre à apprendre à nous connaître aussi à travers notre cuisine. Parce qu'on est en contexte migratoire, on est dans un espace culturel qui n'est pas notre, je dis toujours, notre placenta culturelle d'origine. Donc, on doit mettre en place des initiatives comme celle-ci qu'on va avoir le 31 mai prochain pour aider l'autre à apprendre à nous connaître, à déconstruire les préjugés qu'il se fait sur les personnes issues des communautés d'ailleurs et découvrir que notre cuisine, comme l'a dit, c'est vrai, tantôt Jean-Philippe aussi, c'est pas du folklore. Notre cuisine a une histoire et notre cuisine, quelque part, et même est un symbole de résistance parce que non seulement elle a su elle est un métissage entre le colonialisme et bien évidemment l'héritage de nos ancêtres qui ont été esclavagés, qui se sont retrouvés dans les Caraïbes. Et ils ont su, avec très peu aussi, faire face à ce que le maître leur donnait, à faire face pour se nourrir. Je prends l'exemple du bokit. Notre bokit en Guadeloupe, qui est un sandwich, ben ça a été une forme de résistance au sein des plantations parce que on n'avait pas de farine. Le colon avait sa farine pour faire son pain, mais les personnes esclavagées qui étaient dans les plantations, elles devaient faire preuve et on est très doués pour ça. On a fait preuve de beaucoup d'innovation. On sait innover. Et cette innovation-là, ça a été une forme de résistance aussi face au mépris colonial. Ben, notre bokit maintenant est devenu quelque part un sandwich qui, lui, à l'époque, était mangé par la classe populaire, je dirais les milieux ruraux ou la classe populaire qui était la masse populaire en fait, pas par les personnes bourgeoises, mais maintenant c'était la petite marchande qui te faisait ton bokit dans la rue, qui roulait la pâte qu'elle avait et qui te faisait manger ça. Maintenant, c'est devenu de plus en plus, on a des chefs
qui sont qualifiés, qui sont partis effectivement apprendre la gastronomie pour se performer, mais qui sont revenus. On a une émergence en Guadeloupe comme en Martinique de jeunes chefs qui sont en train de rehausser la cuisine guadeloupéenne et martiniquaise en utilisant les produits du terroir à partir de ce qu'ils ont appris dans leur formation et revaloriser notre cuisine à partir de ce qu'on a connu d'auparavant. Donc, le bokit, maintenant, oui, on va le trouver toujours dans la rue, dans les voitures ambulantes. Tu veux t'acheter ton bokit, tu vas en trouver, tu me prends la farce que tu veux. Mais tu peux trouver du bokit maintenant en t'asseyant dans un restaurant gastronomique avec ton couteau et ta fourchette. Et à l'intérieur de ton bokit, tu vas avoir une autre face qui est une face recherchée. Donc, c'est important d'enlever les clichés qu'on a mis sur nos plats parce que on a une richesse, une diversité dans notre cuisine qu'on n'a rien à envier à quiconque et c'est important d'honorer la mémoire de nos ancêtres à travers nos plats. Donc, le défi, c'est qu'il faut déconstruire les clichés qui tournent autour de nos plats et le défi, c'est aussi trouver, bien évidemment, les produits, les saveurs qui ça rapprocherait le plus possible de ce que nous connaissons au pays. Et je crois que le travail que fait Jean-Philippe est super parce que parfois, je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as commencé à faire la production du piment végétarien. Parce que ça, c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup en Guadeloupe, en Martinique. Ce n'est pas le piment qu'on connaît, le piment fort. En Guadeloupe, on parle le piment Bonda-Manjac, qui est le piment brûlant, là, c'est pas ça. C'est vraiment un piment qui, lui, vient donner toute une saveur à la cuisine que tu cuis, là, qui lui donne un autre goût également, et qui se rapproche du poivron, mais dans une autre... Voilà. Donc, c'est important d'avoir des produits qui le plus possible se rapprochent de ce que nous savons trouver quand on est dans nos pays d'origine pour pouvoir produire le plus possible des plats qui se rapprochent de ce que nous connaissons. Donc, c'est ça. Les difficultés d'approvisionnement, ça peut être un défi, effectivement. Mais l'important, c'est de transmettre et de produire ce qu'on veut faire connaître de nous. Oui, effectivement, j'imagine que c'est la façon que vous vous reconnectez, qu'on se reconnecte tout le monde avec nos racines. Durant l'activité, tu nous proposes différentes activités. En quoi que les jeunes vont se retrouver? Qu'est-ce que tu nous proposes au juste pour Madame Montpierre? Bon, moi, je ne vais pas présenter de plat. Ah, ok. Je vais quand même présenter l'histoire de la cuisine des Antilles, hein, parce qu'il faut essayer de continuer à avoir expliquer certains plats, pourquoi ça existe, d'où ça vient, d'où ça sort. Quand on parle des acras, il y a une histoire derrière ça. Quand on parle de colombo en Guadeloupe, il faut connaître pourquoi il y a du colombo. C'est quoi le colombo? Donc, c'est des choses comme ça, on va aussi pouvoir expliquer à ceux qui veulent savoir. Mais moi, je trouve important que cette journée-là aide aussi cette relève qui vient voir des kiosques et qui vient voir aussi des chefs ou voir tous ceux qui sont qui offrent des services traiteurs, que moi aussi, je peux être un jour, je peux avoir un jour mon restaurant, que moi aussi, je peux un jour devenir un chef, par exemple. Ça n'est pas réservé seulement à une partie de personnes. Je peux devenir un jour un entrepreneur et avoir accès à ce milieu et je peux transmettre ce que j'ai appris. Donc, c'est dans ce sens-là, je crois que c'est important qu'on continue ce travail de transmission, de préservation, comme c'est un legs, en fait. Oui, tout à fait. C'est tout à fait important de connaître tout ça. Et zut alors, on n'aura pas de bokit de Madame Montpierre. Non, il n'y aura pas de bokit de chez moi, mais il y aura la bokiterie. La bokiterie sera là. La bokiterie sera là.
Ah, Je j'ai ferai bien pas de hâte. bouquet, il y a la bouqueterie. Je pense que Testy Good sera là aussi. Vous pourrez manger des choses de Guadeloupe avec elle. Mais je vais plutôt là pour transmettre l'explication de certains mets qu'on connaît en Guadeloupe et d'où ça sort, c'est quoi l'histoire. Oui, excellent, excellent. Merci beaucoup. Donc, Jean-Philippe, quelle passerelle vois-tu entre ton travail agricole et la gastronomie? Ouais, moi, la principale mission que j'étais donnée avec le projet des Jardins Lacaux, c'était de pouvoir, autant que possible dans le climat qu'on a ici au Québec, de cultiver les ingrédients nécessaires à reproduire les recettes qui nous sont chers, que ce soit du continent africain ou de la Grande Caraïbe. Donc, ça, pour moi, ben, c'était vraiment pour ça, de pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à des produits qui sont sains, parce que j'ai une pratique d'agriculture biologique et qui vont être goûteux et frais aussi. Dans l'idée où souvent, comme on a parlé un peu, Sabine, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir accès aux produits. Souvent, quand on veut commander, surtout les produits frais comme les fruits, les légumes, certaines épices, elles ont fait énormément de voyages, de trajets avant d'arriver ici dans nos assiettes. Elles ne sont pas toujours aussi goûteux que ce qu'on aimerait, ce qu'on a peut-être eu l'habitude d'avoir dans nos pays. Donc, en les cultivant localement, ici, ben, c'était vraiment l'idée, ça, d'offrir ce côté fraîcheur, ce côté aussi, on peut dire, éco-responsable dans la façon que c'est produit. Puis, j'ai toujours pour moi, puis ça fait un peu partie de ma passion, l'idée aussi de transmettre beaucoup de connaissances. Donc, les personnes qui étaient abonnées à mes paniers avaient l'occasion de recevoir une infolettre avec des informations sur non seulement comment cuisiner ces produits qui se retrouvaient dans leur panier, mais aussi en apprendre davantage sur l'histoire derrière, celle qu'on a apportée autant du côté agricole que du côté gastronomique à travers tout ça. Puis je pense que c'est important là, d'être un peu cette courroie de transmission qui continue à faire avancer les connaissances, le savoir, puis nos héritages. Ah, juste remettre le son. Le micro. Oui. Non, le micro est fermé, Tia. On ne t'entend toujours pas. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui. Oh, excellent. Merci beaucoup. Pour faire du pot, je disais, c'est ce que M. Jean-Philippe disait, oui, l'héritage, c'est très important de connaître d'où l'on vient, puis de partager toutes nos expériences et connaissances avec surtout la jeunesse, hein, pour pouvoir continuer à faire la promotion de notre culture. Donc, la prochaine question, c'est pour Monsieur Laban. Donc, comment les Québécois réagissent-ils face à cette approche culturelle et sensorielle au nouveau café que vous nous amenez? Alors, les autres Québécois, on va dire, ceux qui ne sont pas d'origine haïtienne, Oui. C'est une surprise au départ parce que je pense que jusqu'aux années, juste pour faire un peu d'histoire encore, jusqu'aux années, je veux dire 50, 60, le café haïtien était très présent en Amérique du Nord. Donc au Québec, en tout cas, je n'ai pas étudié particulièrement cette question, mais c'était un café qui avait sa place parmi les cafés, l'offre qui existait à l'époque. Et ensuite, le déclin des structures de production s'est accéléré pour des raisons politiques et des raisons aussi de changement dans l'industrie du café. Et puis aussi l'épuisement des paysans, des producteurs, parce que juste pour faire encore un autre parallèle historique, on parle beaucoup de la dette, de la rançon que la France a imposée à la nouvelle République haïtienne après l'indépendance, pour pouvoir reconnaître l'indépendance. Il faut savoir que cette dette a été en grande partie payée par l'argent, les bénéfices du café.
et du café qui était en grande partie cultivé par des paysans qui, eux, n'ont pas eu vraiment, ils n'ont pas eu l'opportunité de profiter du bénéfice, des bénéfices de la vente de café sur les marchés mondiaux. Je referme la parenthèse parce que je suis pas un spécialiste de la question, mais je conseille notamment juste dire que la dame Madame Gusty-Gaillard, Clara Gusty-Gaillard, qui est la coprésidente de la commission qui va française et haïtienne qui va étudier cette question. C'est la grande spécialiste haïtienne de cette question sur comment l'industrie du café a contribué à payer cette rançon. Pour retourner au sujet sur lequel sur lequel j'ai été interrogé. La réaction est toujours positive parce que il y a beaucoup de gens qui ont intégré et beaucoup de jeunes Québécois d'origine haïtienne ont intégré que tout va mal au pays d'origine, au pays de leurs parents. Et quand on présente le produit Noula, il y a une surprise parce qu'ils disent « Ah, il y a du café. » Et puis comment vous faites? Parce que surtout ces temps-ci, quand on sait comment ça se passe, les déplacements. Et je dois rendre hommage à nos amis qui sont en Haïti parce que c'est d'une ingéniosité. En tout cas, c'est incroyable ce qu'ils font pour pouvoir empiler les sacs de café dans des containers et ensuite les emmener à bon port pour qu'ils puissent traverser la mer. C'est incroyable, mais ils y arrivent parce que nos stocks de café sont régulièrement acheminés. Et bon, donc c'est en présentant déjà cette partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui boivent pas de café, mais ils sont intrigués. Ils sont intrigués par le nom, Noula. Pour ceux qui parlent créole, bon, Noula, ça veut dire que nous sommes présents, présents. Ça, c'est dans tous les créoles, c'est la même chose. Et donc ensuite, la surprise vient de la qualité du produit, parce que c'est vraiment un travail qui a été fait en amont pour amener le café au niveau des standards des marchés occidentaux. Donc il y a le travail de ceux qui produisent, des producteurs et des productrices qui ont leur savoir-faire, mais en plus qui ont intégré des techniques qui permettent au café d'être vraiment il peut s'aligner facilement avec son frère jamaïcain, qui est l'un des cafés les plus chers du monde, le Blue Mountain. Et donc, une fois rendu ici, nous travaillons avec des torréfacteurs. Notre torréfacteur actuel, Torquay, Torréfaction Québec, sont des gens qui sont la fine pointe de cette question. Donc, c'est un café qui est extrêmement bien reçu. C'est un café gourmet et il est extrêmement bien reçu. Et puis, comme je dis, ça change l'image dans la tête des gens parce que mes deux prédécesseurs ont parlé plutôt peut-être Sabine plus que Jean-Philippe a parlé des préjugés, mais l'un des préjugés, c'est l'image du pays, l'image que les gens connaissent des médias, qui n'est pas forcément complètement erronée parce qu'on va pas se cacher la vérité, les choses sont très difficiles. Mais il y a un savoir-faire, une expérience et une volonté de jamais arrêter. Parce que c'est aussi une question de survie et c'est aussi une question pour moi-même, c'est comme un défi personnel que nos amis, ils se lancent parce qu'ils n'arrêtent pas, ils continuent. Et il y a beaucoup de projets en cours. C'est sûr, ce sont des zones qui ne sont pas touchées complètement par la crise actuelle, la violence des gangs. Donc, grâce à Dieu, pour l'instant, ils s'en sont préservés et puis on souhaite que ça continue. Mais ils sont touchés parce que c'est leur pays qui est blessé. Mais ils continuent. Et cette volonté-là, elle nous nourrit. Parce que je pense que nous, on n'a aucune raison de baisser les bras. On est à Montréal. Ouais. On est quand même dans un endroit pour l'instant, je dirais, calme. Donc, si nos amis continuent, on n'a aucune raison de baisser les bras. C'est ça notre volonté. Et ça aussi, ça a un impact sur
sur les gens. Beaucoup de jeunes ne boivent pas de café, mais ils nous posent des questions. Monsieur, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle nous là? Puis comme ça, la discussion prend autour du café, l'histoire du café, pourquoi cette tradition. Et puis beaucoup de Québécois qui ont lu le livre de Monsieur Laferrière. Donc, le café haïtien. Et, en fait, il y a quelque chose. Le café, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, c'est un prétexte à jaser, à se rencontrer. Donc, même qu'on ne boit pas de café, on peut parler de café. Mais oui, ça éveille tous nos sens et puis c'est ça. Ça rend intelligent apparemment. Tout à fait. Je voulais savoir si M. Jean-Philippe avait quelque chose à rajouter par rapport dans notre communauté québécoise, comment qu'ils ont reçu votre projet. Moi, j'ai eu un très bon accueil pour le projet des Jardins Lacou. Puis pour ce que je fais là, plus largement en termes du positionnement que j'ai pour faire rayonner la culture gastronomique, puis parler des enjeux de souveraineté puis de sécurité alimentaire qui touchent les populations afrodescendantes ici au Québec. Puis en tant qu'entrepreneur qui a eu à monter un plan d'affaires, puis en tant que coach maintenant qui accompagne d'autres entrepreneurs dans le secteur de l'afro-food, ce que je vois, c'est que quand on parle des cuisines antillaises, il y a définitivement une curiosité ici au Québec pour ce type de culture-là. Mais il y a aussi des filtres, comment je pourrais présenter ça, des filtres, des préjugés à déconstruire, autant chez la population plus large québécoise, mais aussi dans nos propres communautés. Des préjugés en lien où on a de la difficulté à voir la qualité de notre propre gastronomie versus celle des autres. Puis je parlerai en particulier des nations occidentales où on a tendance à dénigrer on pourrait dire le côté haute gamme que peut représenter notre cuisine, le côté aussi en termes de qualité nutritive aussi que représente la richesse de la gastronomie antillaise qui a une grande capacité à nous garder en santé, à nous garder éloignés on pourrait dire des effets négatifs de la malbouffe, de certaines choses qu'on retrouve dans la culture culinaire nord-américaine. Puis qu'on a tout intérêt à valoriser tout ça. On a beaucoup d'aliments riches, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de pois qui sont très bons pour le fer que ça nous apporte, pour les nutriments qu'on a besoin, pour même certaines maladies qui touchent en particulier nos communautés afro-descendantes. Donc, moi, je pense que c'est des aspects qui sont importants, non seulement à déconstruire dans notre propre communauté, mais aussi par rapport aussi aux préjugés à déconstruire chez la population plus large. Puis, souvent, ce que je vois, c'est que c'est pas la qualité des produits des entrepreneurs qui est le problème, c'est la façon de les présenter en lien avec les attentes du marché québécois. En lien avec la façon qu'on présente le message, la façon qu'on présente le packaging, puis la façon qu'on met de l'avant justement ces qualités et ces propriétés qui sont très recherchées. Je dis souvent aux gens que les bons endroits où se positionner, c'est sur le côté, justement, santé que tu peux amener, que tu peux présenter. Donc, puis aussi sortir autant pour nous-mêmes que pour dans la tête de certains Québécois, que, exemple, la cuisine haïtienne, ça se limite seulement à on peut dire, la cuisine de casse-croûte, avec les griots et autres, bien que c'est très bon, etc., mais c'est tellement plus que ça, tout ce qu'on a dans notre bagage, on pourrait dire notre sac à dos de trésors en termes de gastronomie. Puis, je recommande aussi, vu que la cuisine, c'est nos histoires, c'est nos fiertés, de mettre ça comme de l'avant en tant qu'outil marketing, d'utiliser ce que j'appelle le storytelling culinaire pour vraiment raconter l'histoire qu'il y a derrière nos recettes, comment elle a été transmise, comment ça représente des souvenirs d'enfance, des souvenirs de ce que nos grands-mères ont peut-être fait, des souvenirs migratoires, de comment ces produits-là sont arrivés quand les personnes retournent au pays, qui ramènent des fruits, des mangues, des choses comme ça pour vraiment ancrer profondément, non seulement pour nous-mêmes en termes d'émotionnel, qu'est-ce que cette cuisine-là représente pour nous, mais aussi pour pouvoir séduire davantage les marchés qu'on veut pouvoir rejoindre.
Donc, ce serait un peu ça. Sinon, ben, il y a d'autres aspects là, qui sont plus au niveau d'accès au marché, des enjeux plus systémiques. À ce moment-là, c'est comment faire en sorte que nos produits se retrouvent davantage sur les étalages des marchés de grande surface, comment on peut accéder à davantage de subventions pour pérenniser nos entreprises. Tout à fait, oui. On peut faire davantage de transformation alimentaire à partir de nos produits, créer de la richesse chez nous, je veux dire, dans nos pays, avant de les amener ici, donc amener des produits finis pour aller chercher davantage de plus-value, puis de créer davantage de richesse à travers tout ça. Comment on peut séduire des investisseurs aussi autour de ces projets alimentaires et de transformation. Donc, un peu, c'est tout ça que je vois comme enjeu, mais aussi comme opportunité. Parce que, comme dit, la curiosité est là. Les gens, ils voyagent beaucoup. Ils ont de plus en plus de curiosité à découvrir l'alimentation qui vient un peu partout à travers le monde. Puis, on a tout intérêt à positionner notre gastronomie puis nos héritages dans cet échiquier de l'agroalimentaire. Puis d'en être les maîtres surtout aussi, pas laisser les autres prendre nos recettes puis les vendre à nos places. Oui, effectivement. Je pense que c'est de cette façon qu'on va mieux positionner notre belle cuisine antillaise, hein, avec tous les nouveaux aliments que vous apportez. Je ne sais pas si Madame Montpierre ou Monsieur Laban avaient quelque chose à rajouter. Ben moi, ce que j'allais rajouter, c'est que c'est ça, il faut qu'on se réapproprie notre cuisine. On n'est plus au pays, ça ne veut pas dire qu'on reste éloigné du pays, puisqu'on peut tellement maintenant rester connecté quand même avec tout le numérique qui existe. Mais il est important qu'on se réapproprie notre cuisine et qu'on continue à la faire vivre, la maintenir toujours en vie, la faire résister face aux nourritures rapides, comme l'a dit tantôt Jean-Philippe, les fast-food et tout. Et c'est important qu'on puisse, moi je trouve important qu'on puisse trouver des façons pour encourager des bonnes habitudes alimentaires, des saines et des bonnes habitudes alimentaires, avoir un comportement alimentaire qui soit, qui nous permette de veiller aussi sur notre santé. On est très exposé en tant que personne noire à certaines pathologies qui on peut pas malheureusement qui nous touchent, le diabète par exemple, l'hypertension. Donc comment on apprend aussi à cuisiner en faisant attention à ces pathologies-là. Puis je trouve important aussi d'avoir peut-être des séances d'ateliers culinaires avec nos enfants. Je trouve aussi important qu'on organise, que quand il y a des salons, par exemple, sur la cuisine, des salons gastronomiques, avoir des kiosques où notre cuisine, elle est représentée aussi. Ça, c'est pour moi, c'est important, cette visibilité-là, qui reste encore trop précaire, en fait. Une visibilité qui est encore trop fragile, d'avoir cette présence-là dans les salons, dans la gastronomie, repérer le plus possible des activités comme ça qui se font à Montréal ou en dehors de Montréal pour montrer de plus en plus la présence de la cuisine antillaise, valoriser aussi nos chefs, valoriser ceux qui ont ce talent, ce savoir-faire. Ça aussi, c'est important de pouvoir mettre cet espace-là aussi, parce que reconnaître le savoir-faire, ça c'est important, parce que ça permet aussi à la relève d'être un peu plus sensible à ces métiers-là. Hein. On a des métiers qui sont en train de disparaître aussi. Il y a des métiers qu'on a tendance à avoir des biais en disant que c'est plus exclusif à des garçons, moins à des filles. Moi, je trouve qu'il y a des métiers dans l'alimentaire, dans la transformation alimentaire qui peuvent être mixtes. Il y a des métiers comme la boucherie qui, encore une fois, ont tendance à être biaisé en disant que c'est plus pour un garçon et moins pour des filles. Donc, sensibiliser les enfants, les jeunes très tôt dans le secondaire pour se faire un portrait de métiers qui existent, qui sont des métiers encore qui sont pas qui sont peut-être traditionnels, mais qui peuvent être encore occupés parce qu'il faut les faire vivre, ces métiers-là. Il y a des histoires derrière ces métiers-là. Donc, la reconnaissance, la visibilité, pour moi, c'est incontournable. La transmission, bien sûr, et puis le faire dans le respect.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué qu'on rencontre d'autres difficultés à faire connaître notre belle cuisine? Moi, étant donné que nous ne... Là, je vais parler comme étant comme quelqu'un qui mange de la bonne nourriture. La difficulté, moi, je sais que il y a encore certains produits qui sont difficiles à trouver pour notre consommation personnelle ou dans certains, qui sont pas proposés dans même des restaurants caribéens ou africains parce que il n'y a pas une chaîne de, comment dire, d'approvisionnement qui est toujours assurée. Et puis il y a la question de la fraîcheur, la qualité, il y a les contrôles aux douanes qui peuvent coûter très cher. Nous, on en a déjà subi aux États-Unis et puis ça nous a coûté très cher et en temps et en argent. Donc, il y a pas mal de contraintes. Donc, moi, je sais qu'il y a des gens quand même se dévouent. Je connais plus ce qui se passe entre Haïti et ici. Il y a quand même des entrepreneurs qui vraiment essaient d'organiser la chaîne de transport, la logistique qui permettrait d'avoir des produits. Je me souviens, il y a quelques années, un jeune homme qui a appelé notre coordonnateur et qui lui avait une production de manioc et qui voulait savoir s'il y avait un intérêt pour le manioc ici au Québec. Et bon, Jean-Christophe, lui, il connaît le manioc, mais ça fait pas partie tellement de son quotidien. Donc, il nous en a parlé aux autres Haïtiens, Martiniquais, tous ceux qui consomment du manioc. Et on a dit, oui, du bon manioc, ça serait intéressant. Mais bon, ça aurait été tout un défi. Donc, on a essayé de trouver des gens qui auraient pu l'aider. Oui. Depuis, on ne sait pas qu'est-ce que c'est devenu. Donc, moi, je pense que la chaîne de... c'est le mot en anglais qui vient dans ma tête, mais en tout cas, la chaîne de transport, de la logistique, c'est un point qui demande beaucoup d'attention, mais ça coûte cher, ça demande des capitaux. Et puis, bon, je salue l'initiative de Jean-Philippe, que je connais pas personnellement, mais je connais son initiative. J'ai souvent suivi ce qu'il faisait sur Facebook à l'époque de l'ACOU, de son LACOU. Et donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et puis, comme il disait à l'époque, réclamer notre héritage. Donc, c'est aussi ça, aller le chercher. Et moi, j'ai deux amis. Je ne sais pas s'ils regardent le live où sont-ils là actuellement, mais c'est deux agronomes formés en Haïti, mais que les aléas de la vie ont fait qu'ils vivent ici depuis pas mal d'années. Puis, ils ont expérimenté la culture du lalo et ça prend de l'expansion. Et puis, bon, au début, quand ils en parlaient, ou bien même moi, quand je disais, j'ai des amis qui font du lalo, ils disent, bon, oui, tout le monde peut en faire un petit peu, mais eux, c'est vraiment, ils en font pour que tout le monde, tous ceux qui aiment le lalo, pas seulement les gens de la Hortibonite, que tous ceux qui aiment le lalo, tous ceux qui découvrent le lalo, parce que personnellement, j'ai découvert le lalo ici. Et puis c'est une très belle expérience. Moi, j'ai vu des enfants voir les champs de lalo, en manger. Et c'est comme ça aussi qu'ils savent que ça vient de la terre. C'est pas toujours à l'épicerie qu'on trouve la nourriture emballée en sachet. Donc, c'est des expériences sensorielles. Bon. Et je pense que ça, il faut vraiment favoriser ça. Puis c'est une façon de dire, de signifier notre présence dans l'espace, le territoire sur lequel nous vivons. C'est aussi ça. Quand tu plantes ta propre nourriture, tu la partages avec les autres communautés, le savoir, l'expérience, c'est ça qui est magnifique. Oui, c'est ça qui rassemble les gens. Manger ensemble, ça évite de faire la guerre. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, le temps nous fait la guerre. On est déjà à la fin de l'émission. Je vous dis un grand merci. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé toutes vos connaissances, presque toutes, hein, parce qu'on vous attend le 31, le 31 mai. Et on va avoir les ateliers, on va avoir les histoires, en tout cas, beaucoup de choses
seront en atelier, beaucoup d'activités, beaucoup de conférences, d'artistes aussi qui seront présents. Donc, j'ai bien hâte de vous voir et de vous rencontrer en personne. Et moi, je vous invite personnellement à mon émission Entre nous. Hein, chacun de vous, vous avez quelque chose à partager. Là, je vais vous contacter après pour cela. Et voilà, Un Goût des îles, c'est notre héritage. Et je vous dis encore merci à l'auteur pour cette belle initiative de la foire culinaire qui aura lieu le 31 mai prochain. Donc, continuons à donner la piqûre à la jeunesse et à faire connaître notre belle communauté, notre belle cuisine et savoir-faire. Donc, Sabine, Jean-Philippe, Joël, c'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à nous dire avant de quitter. Merci. Merci de nous avoir accueillis et puis on continue la transmission. Effectivement. Merci à Vanina qui est là, dans notre équipe technique qui nous pousse, qui nous met en avant avec ces belles images qui est avec nous, même si on ne la voit pas, elle est belle et bien présente. Donc, merci à toi. La 3e édition de la foire culinaire antillaise aura lieu le 31 mai 2025 de midi à 19h à l'Agora du Collège avancé au 9055 Saint-Hubert. L'événement, Un Goût des îles, est le rendez-vous des saveurs tropicales pour le plus grand plaisir de toute la famille, avec une sélection de restaurateurs, traiteurs et artisans. Plusieurs ateliers seront offerts pour les 6-12 ans et des artistes talentueux vont performer. Billets en vente sur Eventbrite et sur ungoûtdesîles.com.